Ce soir, malgré la volonté des conservateurs et des bloquistes, le Parlement passe en mode hybride. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, répond à nos questions. Les exemptions médicales des députés conservateurs, les attaques sur l'inflation, le discours du trône. On analyse ce début de session parlementaire avec Joël Denis, Althia et Catherine. Et 30 ans d'occasion ratée, le constat du nouveau rapport du commissaire à l'environnement est sans appel. La militante Laure Varidel nous dit ce qu'elle en pense. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. C'est maintenant officiel, les députés vont pouvoir siéger en mode hybride à la Chambre des communes. Les libéraux et le NPD ont appuyé une motion en ce sens aujourd'hui. La Chambre impose aussi la contre-vérification des exemptions médicales pour le nombre toujours inconnu de députés conservateurs non vaccinés. Le Bloc québécois appuyait cette deuxième partie de la motion. En fait, seuls les conservateurs s'opposent à cette nouvelle règle qui, selon eux, viole le droit à la vie privée. Voici ce que le député bloquiste Mario Simard avait à dire sur ces deux questions. Nous ne partageons pas la position du Parti conservateur. Au Bloc québécois, on écoute la science. Ce qu'on propose, c'est d'être présent en Chambre. La démocratie, ça ne se fait pas de façon escamotée. On a vu lors de la dernière session parlementaire, pouvez-vous vous taire? On a vu lors de la dernière session parlementaire qu'il y avait des gens, qu'il y avait de l'autre côté une seule personne. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, bonsoir. Bien le bonsoir. Bon, d'abord, sur le Parlement hybride, le Bloc s'y est opposé. Vous préférez que tous les parlementaires assistent en personne aux travaux des communes. Pourtant, la formule hybride a quand même fait ses preuves pendant la pandémie. Pourquoi, au juste, vous vous opposez au Parlement hybride au Bloc? Alors, prenons la question par le bon bout à ce moment-là. Si les parlementaires canadiens veulent revoir le système parlementaire canadien pour en faire un système technologique hybride de façon générale et durable, ayons sincèrement cette conversation-là. Mais quand on me fait à croire 1000 raisons factices alors que les arénas sont pleins avec 20 000 personnes, les restaurants, les salles de spectacle, les lieux publics en général, et qu'on dit non, le Parlement, il faut qu'on n'y soit pas, je pense que c'est pour affaiblir le principe de reddition de comptes d'une part, et je pense aussi que c'est parce qu'on dit dans certains cas, on ne veut pas faire la route, on ne veut pas faire le déplacement. Alors moi, je suis ouvert à la conversation. La seule exception, toutefois, c'est si vraiment on observe une augmentation significative du nombre de cas comme on l'observe dans certaines juridictions en Europe, bien sûr. Si les vaccins ne sont plus efficaces contre une éventuelle mutation des virus, bien sûr. Mais dans l'état actuel des choses, ça fait davantage figure de caprice. Mm-hmm. Je veux vous entendre sur les exemptions médicales qu'ont obtenues certains députés conservateurs, dont d'ailleurs on ignore toujours le nombre. Ça a suivi les troupes d'Erin O'Toole toute cette première semaine des travaux à Ottawa. Pourquoi au Bloc québécois, vous êtes d'accord, je dirais, avec cette deuxième partie de la motion débattue aujourd'hui, donc à ce qu'on procède à une contre-vérification de ces exemptions? D'abord, l'exercice n'aurait pas dû être inclus à la même motion. La motion sur le Parlement hybride, c'est une chose, mais aller à même la motion sur le Parlement hybride, rajouter une variable sur la double vaccination, c'est un peu un contre-emploi. C'était pour essayer de forcer des gens qui ne sont pas nécessairement favorables au Parlement hybride, le Bloc, bien sûr, à appuyer la motion parce que ça contenait la double vérification. Lorsque les statistiques générales établissent que les cas de raisons médicales pour ne pas recevoir la double vaccination sont extrêmement rares, mais qu'à l'intérieur même du caucus des conservateurs, il y en aurait peut-être plusieurs dizaines. Bien sûr, on n'y croit pas du tout. Et on suppose qu'il pourrait y avoir des cas de complaisance dans l'émission des autorisations médicales, ce qui, à ce moment-là, commande, bien sûr, une vérification indépendante au bénéfice de la sécurité des parlementaires. Cela étant dit, je veux revenir avec vous sur le discours du trône qui a été présenté mardi. Vous avez été particulièrement critique, vous, cette semaine, Yves-François Blanchet. Vous l'avez qualifié de vide, de vague, de travail de cégep d'une demi-journée. Pourquoi le Bloc québécois va quand même voter pour, va y donner son appui à ce discours du trône? On est au début d'une législature qui devrait durer 4 ans. C'est pas rien de dire qu'on va voter contre un document initial qui va permettre à la législature de se mettre en place. Ça prend des raisons. Alors là, le vide du document, le fait que ça ne contient rien, que c'est très court, que ça ne présente même pas d'intention générale de la part du gouvernement est éminemment décevant.
est-ce que nous, on poserait un geste qui pourrait avoir une portée sur la durée du gouvernement dans ce contexte-là? Ça fait figure, ça aussi, de caprice, ça fait figure de comportement pas très responsable. On a découvert au gré de la première législature dans laquelle moi j'ai eu la chance d'être inscrit, de participer, qu'on est capable de changer les choses après un discours du trône, on est capable de changer des lois déposées. C'est ça l'essence de notre travail. Il y a un côté un peu effet de toge, esbrouf, dans dire on va voter contre le discours du trône. Dans le cas présent, il n'y a pas matière à voter pour, mais il n'y a pas matière à voter contre. Voyons voir ce que les projets de loi contiendront rapidement. On doit attaquer les programmes de soutien post-pandémie, en tout cas de sortie progressive de pandémie, parce qu'on comprend bien qu'on n'en est peut-être pas sorti. On devra attaquer le retour de ce qui était C10 sur la radiodiffusion. On a nous-mêmes un ensemble de projets de loi qu'on veut déposer. Bien, pour que ça se fasse, il faut bien sûr qu'il y ait un Parlement qui siège et qui travaille. Oui, un discours du trône qui ne prévoyait rien au chapitre des transferts en santé, qui est un cheval de bataille pour vous au Bloc québécois. Comment vous comptez justement vous y prendre pour faire des gains pour le Québec au chapitre des transferts en santé? L'expression collaborer avec les provinces pouvait vouloir dire une chose et son contraire. Ça pouvait vouloir dire on va en effet être à l'écoute de ce que les provinces et le Québec demandent, comme ça pouvait vouloir dire collaborer, ça va des deux bords, donc on va demander des compromis. On va demander aux provinces et au Québec de céder des pouvoirs au fédéral en échange de l'argent qui est dû depuis longtemps. Tellement qu'on arrive à une situation où on constate que parmi les raisons des drames terribles qui ont été vécus, notamment au Québec, il y a peut-être ce sous-financement historique de loin antérieur à la pandémie qui a affaibli un système de santé devenu incapable de faire face à ses responsabilités. Ouais. On a proposé un sommet sur la santé, donc une institution, une activité qui est publique, à laquelle les premiers ministres participent, les ministres de la Santé, le premier ministre du Canada, bien sûr, son ministre de la Santé, les chefs des partis d'opposition, mais surtout avec des discussions qui sont publiques. L'appareil média, comme les citoyens, sont capables de se faire une idée à partir des discussions qui ne sont pas derrière des portes closes. Et ça nous semble la meilleure approche pour avoir soit une solution à court terme ou soit la fin des prétextes à court terme. Oui. Bon, vous parlez des drames terribles qui ont été vécus au Québec. Ça m'amène justement à vous parler du rapport dévastateur de la protectrice du citoyen sur ce qu'on appelle l'hécatombe dans les CHSLD du Québec au début de la pandémie. Bon, c'est un rapport évidemment qui a été déposé cette semaine. Est-ce que ça ne vient pas donner des arguments au gouvernement fédéral pour intervenir justement dans le domaine de la santé et imposer leurs fameuses normes nationales? Ce serait épouvantable si c'était le cas. Imaginez que le gouvernement fédéral, qui est responsable d'avoir sous-financé sans condition le système de santé des provinces et du Québec, qui serait responsable de cette façon-là des drames qu'on a vécus et qui utiliserait ces drames-là même pour se donner un prétexte pour s'ingérer dans la compétence du Québec et des provinces, ce serait tout à fait odieux. C'est comme avoir négligé la maison pendant des dizaines d'années pour la regarder s'effondrer et dire c'est la faute de ceux qui étaient dedans. C'est absolument inacceptable. Mm-hmm. Sur les priorités de votre formation politique, bon, on sait que le gouvernement Trudeau s'est fixé un agenda ambitieux d'ici Noël, veut faire adopter 4 projets de loi, entre autres celui sur le soutien en temps de pandémie, l'interdiction des thérapies de conversion. Vous nous avez parlé de vos priorités au Bloc. Est-ce que au Bloc québécois, vous vous êtes fixé un objectif d'ici la pause du temps des fêtes qui vous permettrait peut-être de dire mission accomplie d'ici le congé de Noël? En fait, quand le gouvernement dit on veut faire adopter 4 projets de loi avant Noël, ça suggère qu'il va y avoir des bâillons, des attributions de temps, parce que le processus normal d'adoption d'une loi, ça se fait pas dans les 3 semaines qui restent, donc c'est très peu vraisemblable. On sait que le gouvernement va vouloir prendre prétexte de l'ambition de son programme législatif pour imposer des attributions de temps, pour bâillonner les parlementaires. On n'est pas très enthousiaste à cette idée-là. On pense que l'urgence, par contre, c'est d'abord, bien sûr, les programmes de soutien à cette pandémie qui ne finit plus, autant pour les individus, les travailleurs, que pour les secteurs qui sont encore très vulnérables face à la pandémie. Et ça, bien sûr, on y travaille. Notre intention est de soutenir le projet de loi C2 sous réserve de ce qu'il contiendra dans sa version finale et de demander en parallèle un programme spécifique pour les travailleurs autonomes du secteur de la culture qui, pour l'instant, ne sont couverts par aucun programme. Oui, et on s'attend à ce que C2 soit adopté d'ici le temps des fêtes, évidemment. Un mot en terminant, Yves-François Blanchette, sur l'inflation, parce qu'on a beaucoup entendu ce mot cette semaine, surtout de la bouche des conservateurs, qui reprochent au gouvernement Trudeau de rien faire, en fait, pour lutter contre le problème de l'inflation. L'inflation qui atteint un rythme annuel de 5,3 % au mois d'octobre dernier au Québec. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, au Bloc québécois, du phénomène de l'inflation qui prend de l'ampleur? Oui.
Cependant, il y a des nuances. Il faudrait éviter de capitaliser sur la crainte que ça peut susciter auprès des travailleurs, des contribuables, des citoyens. Il y a un ensemble de raisons qui expliquent cette inflation, dont tous les experts disent encore qu'elle est momentanée, même si moi je la trouve pas mal importante pour une inflation momentanée. Évidemment, là-dedans, il y a la pénurie de main-d'œuvre qui est antérieure à la pandémie. Il y a le vieillissement de la population qui est une des causes justement de la pénurie de main-d'œuvre. Si, en effet, c'est temporaire, ce sera notamment fédéral a quand même injecté des centaines de milliards de dollars dans l'économie, ce qui a une forme d'effet inflationniste. Le gouvernement aurait peut-être dû mieux cibler, un peu moins dépenser, mais ça n'aurait pas eu une incidence si importante que ça sur l'inflation. La contenir, c'est le travail de la Banque centrale, ce n'est pas le travail du gouvernement. On a un système qui fait en sorte que le politique n'est pas supposé intervenir dans la fixation des taux d'intérêt, qui est le principal et peut-être même le seul moyen efficace de contenir l'inflation. Alors, Yves-François Blanchette du Bloc québécois, on va continuer à vous suivre lors de cette session parlementaire. Merci et bonne session aux communes. On espère avoir l'occasion de vous reparler plus souvent. Merci. Certainement. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Pour analyser maintenant le début de cette 44e législature à Ottawa, je retrouve mes collègues Joël Denis, Althia et Catherine. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Un mot d'abord sur le Parlement hybride. On vient d'entendre le chef du Bloc québécois, mais les conservateurs aussi accusent les libéraux de vouloir éviter d'être présents en Chambre pour répondre aux questions. Althia, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est vrai que les libéraux aiment pas répondre aux questions. Il n'y a pas un gouvernement qui aime répondre aux questions. De deux, vraiment, je dirais probablement la chose que les conservateurs veulent avoir, c'est de l'impact. Puis c'est beaucoup plus difficile de poser des questions durant la période de questions, puis d'avoir un ministre qui répond sur Zoom. Ça n'a pas vraiment le même impact que quand tout le monde est dans la Chambre des communes, puis on peut faire du bruit, puis la clip est vraiment bonne, puis tu peux les mettre sur les médias sociaux. C'est ça qu'ils veulent. Je dirais que le seul argument de leur côté que je trouve qui est quand même un bon argument, c'est que quand les députés sont tous ensemble dans la Chambre des communes, il y a une certaine amitié qui peut se former à travers les partis politiques. Les gens se rencontrent le soir, au temps du lunch, ils mangent ensemble, ils se rendent compte que c'est pas les gros méchants de l'autre côté. Ça, c'est du positif. Puis pour les journalistes, certainement, on aime ça quand les députés ils sont en chambre parce qu'on peut leur poser des questions. Ils sont pas loin sur Zoom, puis même les invités dans les comités, par exemple, on peut se mettre derrière la porte puis leur poser plein de questions en vrai et pas les appeler ou essayer de les appeler au téléphone après leur intervention. Ouais. Alors, c'est comprenable l'argument de l'opposition, mais de l'autre côté de la médaille, c'est vrai qu'on n'est pas sorti de la pandémie. C'est vrai qu'il y a des gens pour qui, surtout des députés de la Colombie-Britannique, qui voudraient être plus proches de leurs commettants pour adresser qu'est-ce qui se passe, mais aussi pour des raisons familiales, que c'est plus difficile pour eux, puis que le Parlement hybride, c'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est peut-être, en fait, le Parlement du futur. Oui, c'est sûr que ce soit en virtuel ou en présentiel, la dynamique au Parlement est complètement différente. Catherine, sur les exemptions médicales de certains députés conservateurs, bon, ils vont devoir finalement passer le test d'une contre-vérification. Est-ce que ça annonce d'autres problèmes pour Erin O'Toole? Oui, tout à fait, parce que là, on voit bien que les quelques députés, on ne connaît toujours pas le nombre, mais les quelques députés conservateurs qui disent avoir des exemptions médicales, en fait, refusent de dévoiler leur statut. Donc, déjà, là, on a croisé cette semaine Dean Allison. Il est un des seuls députés là, qui dit publiquement qu'il a une exemption médicale, qu'il n'est pas pleinement vacciné. Et lui, il nous disait, écoutez, c'est privé, je ne veux pas révélation-là. Donc, visiblement, il va y avoir un peu de tiraillement de ça sur le problème pour Erin O'Toole. Et pendant ce temps-là, on continue d'en parler de la vaccination et on sait que les conservateurs sont vraiment en ont marre finalement que les journalistes leur posent la question, mais visiblement, c'est un enjeu qui continue de les suivre. Alors, mais vraiment, on voit qu'il y a un consensus au sein des autres partis, les libéraux, les néo-démocrates, mais aussi les bloquistes qui disent il faut savoir combien il y a d'exemptions médicales. Il faut que le Parti conservateur fasse preuve de plus de transparence là-dessus. Et on voit aussi que ça cause certaines tensions. Il y a des malaises parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se tenir près d'eux pour cette raison précise. Oui. Joël Denis, vous, qu'est-ce que vous en pensez à la fois de ce Parlement hybride et des contre-vérifications pour les députés conservateurs non vaccinés? Dans le cas du Parlement hybride, je pense que c'est une bonne idée, sauf qu'il faut avoir des assurances de la part du gouvernement, c'est-à-dire que tous les ministres seront présents
indépendamment de la situation épidémiologique. Parce que c'est vrai que ça brise le tempo quand des ministres répondent par Zoom. Parfois, il y a un peu on esquive les questions et par la suite, on ne peut pas rattraper les ministres. Donc, hybride, oui, mais à condition que les ministres soient tous présents à la Chambre des communes pour répondre aux questions, parce que les questions s'adressent aux ministres essentiellement. Les backbenchers sont là pour faire des applaudissements, mais les ministres doivent être là. Ça, je pense que le Parti conservateur a raison. D'un autre côté, pour ce qui est de l'exemption médicale, moi, je vous dirais, c'est la séance de tataouinage, si vous passez l'expression bien de chez nous, de voir que le Parti conservateur est encore aux prises avec ces discussions, ça me dépasse. On est passé à autre chose. Les conservateurs tentent de passer à autre chose, mais ne prennent pas les moyens pour passer à autre chose. Ils voudraient bien qu'on parle beaucoup plus d'économie et d'inflation, sauf que avec leurs propos, leur position sur la question de la vaccination obligatoire, tôt ou tard, ça revient toujours à cette question, est-ce que vos députés sont vaccinés, oui ou non? Et Erin O'Toole est pogné avec ce dossier. Oui, c'est ça, et on en a beaucoup parlé cette semaine. Sur le discours du trône maintenant, bon, sans surprise, le gouvernement fait de la lutte contre la pandémie sa grande priorité. Discours historique, il faut le dire, parce que présenté pour la première fois par une gouverneure générale d'origine autochtone, Mary Simon, qui a d'ailleurs prononcé quelques passages en Inuktitut, qui est sa langue maternelle. Althia, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours du trône? Ben, je dirais, il y a deux choses qui m'ont frappée. J'ai trouvé que les propos de Mary Simon au début, alors chaque gouverneur général était invité à vraiment écrire l'introduction du discours. Ces propos me semblaient plus intéressants qu'en fait le discours lui-même, qui était vraiment une répétition des grandes promesses de la plateforme électorale du Parti libéral. Alors, on les connaissait très bien, les priorités du gouvernement. Mais son emphase sur la réconciliation, sur les changements climatiques, la manière qu'elle a parlé de notre sentiment de culpabilité, puis de maintenant c'était le temps de mettre ça en action. J'ai trouvé que c'était intéressant, bienvenu peut-être même de la part de la gouverneure générale. De l'autre côté de la médaille, je dirais la chose qui m'a frappée le plus, c'est qu'il y avait comme pas de bonbons ou d'ouverture pour le NPD. J'ai quand même trouvé ça surprenant parce qu'en 2019, après la campagne électorale, le gouvernement avait même mentionné la possibilité le fait que l'idée d'un nouveau programme pour offrir des services dentaires, ça serait une bonne idée, une idée qu'on pourrait peut-être explorer. C'était une promesse du NPD. Évidemment, c'était pas quelque chose que le Parti libéral allait faire, mais quand même qu'ils avaient mis ça dans le discours du trône pour une ouverture au NPD l'année suivante, l'année dernière, parce que ça fait quand même 3 discours du trône dans 3 ans, ils avaient mentionné les services pharmaceutiques. Bon, aucune mention du tout dans ce discours-là. Alors, c'était quand même intéressant que le gouvernement a décidé de pas ouvrir, de tendre une main aux nouveaux démocrates. Puis eux, ils se sont rangés de bord pour négocier avec le Bloc québécois. Alors, tu sais, le NPD faisait des grandes demandes, puis le Parti libéral a décidé de leur rappeler qu'il n'y avait pas juste un partenaire de danse. Oui, c'est ça, Catherine, parce que le discours a été critiqué par l'opposition pour être assez mince au niveau du contenu. Qu'est-ce que vous en retenez de votre côté? Tout d'abord, moi, j'en retiens que c'est un discours très vague. C'est un peu soporifique comme discours. Écoutez, là, c'est un peu un ramassis de toutes les campagnes, de toutes les promesses qu'on a eues en campagne électorale. Ça ressemble aussi beaucoup au dernier. Althia disait 3 discours du trône en 3 ans. Et bien, à chaque fois, on a l'impression qu'on nous sert encore le même repas. Et là, c'était un repas un peu plus dilué, là. Donc, pas beaucoup de détails, mais on sait un peu où le gouvernement s'en va. Donc, moi, vraiment, il n'y a pas eu de surprise de ce côté-là. Et moi, je mentionnerais quand même que, ce qui a fait réagir beaucoup, c'est le français de Mary Simon. Évidemment, donc on sait qu'elle avait été très critiquée lors de sa nomination et on attendait ça avec beaucoup d'impatience. On s'attendait. On voulait voir quel allait être son niveau de français. Finalement, je pense qu'on a pu voir qu'elle a fait beaucoup d'efforts, certainement plus d'efforts que certains patrons de grandes entreprises. Mais dans son cas, vraiment, on voit que il y a comme 2 réactions actuellement. Il y a des gens qui saluent son effort. Il y a des gens qui trouvent que c'était peut-être... en fait, c'est une preuve que la gouverneure générale devrait parler les 2 langues officielles du Canada. Joël Denis? Moi, ce qui m'a surpris le plus, Esther, c'est qu'on retrouve dans ce discours du trône le mot « inflation ». Ce mot n'est pas sorti de la bouche d'aucun des ministres ou du premier ministre depuis un bout de temps, mais ça apparaît dans ce discours du trône. Pour la première fois, et ça fait près de 30 ans que je couvre la colline parlementaire, et c'est la première fois que je vois ce terme s'insérer dans un discours du trône. C'est donc dire que le gouvernement de Justin Trudeau juge que la situation pourrait devenir
plus difficile sur la question de la hausse des coûts de la vie, et finalement, et il sait qu'il va être talonné au cours des prochains mois par l'opposition officielle, le Parti conservateur. Et c'est déjà le cas depuis mardi, depuis qu'on a le droit de faire des questions. En fait, depuis hier, on voit que le Parti conservateur talonne le gouvernement sur la question de l'inflation. Le gouvernement Trudeau pourrait être vulnérable sur cette question. Il le sait. Et donc, ça a été, je pense, inséré à la dernière minute, ce terme inflation, parce que ça va devenir un problème qui va toucher l'ensemble de la population canadienne. Oui, parce que la quasi-totalité des questions des conservateurs à la Chambre des communes cette semaine ont porté justement sur la hausse de l'inflation au Canada. Althia, est-ce que vous pensez que, justement, ça va être un thème qui va être payant pour les conservateurs cette session-ci? Mais ça pourrait l'être. On nous dit souvent que les élections sont gagnées et perdues sur le thème de l'économie. Et puis, c'est très important que le gouvernement semble au moins être concerné par ce qui concerne les Canadiens. Puis, qu'est-ce qui concerne la plupart des Canadiens en ce moment, c'est quand ils vont remplir leur voiture avec de l'essence, le prix que ça coûte, c'est vraiment surprenant comparé à l'année dernière. Et puis, la visite chez l'épicerie, ça coûte encore plus cher que les prix avaient commencé à augmenter durant la pandémie, hein, ça coûte de plus en plus cher. Alors, oui, c'est important. Les conservateurs croient qu'ils ont un argument. Je dirais que le challenge pour eux, c'est vraiment de mettre ça au pied du gouvernement, de faire l'argument convaincant que c'est la faute du gouvernement libéral. Parce que, oui, c'est vrai, l'inflation est à un taux plus élevé qu'il y a depuis 18 ans. Mais quand on regarde à l'extérieur du Canada, on remarque que c'est quand même une expérience partagée avec la plupart des économies avancées, incluant certainement les États-Unis, où est-ce que c'est encore plus haut que celui au Canada. Mais de l'autre part, c'est aussi vrai que le 300 milliards de dollars que les libéraux ont dépensé durant la pandémie a fait qu'il y a beaucoup plus d'argent liquide qui traverse dans l'économie, puis ça l'a fait augmenter les prix. Il y a beaucoup plus de demandes. Alors, est-ce que les conservateurs vont pouvoir monter cet argument-là de manière convaincante? Ça, c'est à voir. Catherine, parce que, bon, il y en a qui pensent que c'est une diversion des conservateurs de parler comme ça d'inflation pour éviter de parler du statut vaccinal de leurs députés. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, vraiment, le moral des troupes conservatrices a complètement changé depuis les dernières semaines. Autant on parlait du leadership d'Erin O'Toole la semaine dernière, autant que cette semaine, bon, on l'a vu rentrer au caucus, il s'est fait donner un chandail de capitaine de hockey. Bref, on a eu droit à toute une scène. Alors, je pense que le fait qu'on soit de retour en personne complètement pour l'instant, le fait aussi que finalement on reprenne la période de questions, que ce soit le retour du Parlement, bref, on a vraiment, on sent du côté des troupes conservatrices là, qu'enfin on peut arrêter de parler du leadership d'Erin O'Toole et on peut se concentrer là, sur le gouvernement. Donc vraiment, je pense que l'inflation, écoutez, c'est le sujet finalement qui préoccupe tout le monde. C'est vraiment tout le monde va à l'épicerie, tout le monde voit le coût des aliments augmenter, le coût des biens de tous les jours augmenter. Je pense que c'est quelque chose qui est assez universel. Donc en fait c'est des points politiques faciles. Et d'ailleurs on a même inventé un nouveau mot cette semaine chez les conservateurs, la juste inflation. Ouais. Alors voilà, on voit qu'il y a des petits jeux de mots de ce côté-là chez les conservateurs. Et c'est quelque chose qui les fait bien rigoler, mais c'est quelque chose qui marque des points. Ouais. Joël Denis, en 10 secondes, donc l'inflation va dominer cette session parlementaire vraiment en 10 secondes, parce que c'est tout le temps, il nous reste tout le temps. Le Parti conservateur avait une crise d'identité depuis quelques semaines, mais la question de l'inflation et de l'économie permet de regrouper les troupes derrière le leadership d'Erin O'Toole, et je pense qu'Erin O'Toole va tenter de marquer des points là-dessus au cours des prochaines semaines. Joël Denis, Althia et Catherine, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver chaque jeudi pour analyser la semaine parlementaire. Merci. Merci à vous. Le constat du nouveau rapport du commissaire à l'environnement est sans appel. Son document s'intitule d'ailleurs « 30 ans d'occasions ratées » dans le dossier de l'action climatique au Canada. Le rapport fait état de 30 ans d'engagement pris par le gouvernement fédéral pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 30 ans qui ont finalement abouti à une hausse des émissions de plus de 20 depuis 1990. Alors, j'en discute avec la militante bien connue en environnement, Laure Varidel, qui est sociologue spécialisée en environnement et auteure du livre « La transition, c'est maintenant ». Laure Varidel, bonsoir.
Bonsoir. Bon, comme constat quand même, c'est assez accablant. Le commissaire dit qu'on peut pas aller d'échec en échec encore comme ça longtemps, que c'est pas assez d'établir de nouvelles cibles, de nouveaux plans, de nouvelles normes. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cet échec du Canada? Je dirais qu'il y a une part d'aveuglement volontaire, c'est-à-dire que oui, il y a une reconnaissance du problème depuis les années 90 déjà, sauf qu'on n'est pas prêt à poser les gestes qui s'imposent et à faire passer le long terme avant des intérêts économiques à court terme, alors qu'on sait très bien que la santé et la sécurité des Canadiens, des Canadiennes et de l'ensemble des habitants de la planète sont menacés par l'inaction climatique. Oui, vous dites on n'est pas prêt justement de passer à l'autre étape. À la suite de la COP26, il y a plusieurs qui ont reproché au premier ministre Trudeau de ne pas avoir pris des engagements assez ambitieux. Est-ce que vous avez l'impression qu'on se dirige justement encore vers un échec ou qu'au contraire, on va dans la bonne direction? Bien, je pense qu'il y a des pas qui sont faits dans la bonne direction, mais ils sont pas suffisamment rapides. J'ai quand même l'espoir avec l'arrivée de Steven Guilbeault au ministère de l'Environnement. On a vu, par exemple, son engagement à l'égard du charbon et là, directement, il a notamment répondu à la demande du Nouveau-Brunswick pour Belle-Dune. Donc, ça semble être un engagement qui est ferme. Je pense que les prochaines décisions vont aller beaucoup plus dans le sens de l'urgence climatique, mais il faudrait malgré tout redoubler les efforts. Et ce que le Canada aurait besoin de faire, c'est de se doter de ce qu'on appelle un test climat. C'est qu'à partir de maintenant, toutes les décisions prises au gouvernement fédéral devraient passer le crible de leur impact sur le climat. Donc, toutes les dépenses en termes d'infrastructures, de subventions et autres, on devrait mettre un principe d'éco-conditionnalité dessus. Et ça nous obligerait à vraiment faire en sorte qu'on passe de la parole aux actes, parce que c'est une chose de dire des choses, et on le voit bien dans le rapport du commissaire, mais de le faire, de l'implémenter, ça prend plus de courage et ça implique aussi de se tenir debout devant l'industrie pétrolière et gazière, parce que ce qu'on voit dans le rapport aussi, c'est que c'est vraiment ce secteur-là où on n'est pas parvenu à réduire nos émissions du tout, et au contraire, où on les a augmentées de manière substantielle, et on va continuer à le faire. Hein. Là, il y a le pipeline Trans Mountain, qui est un pipeline qui a été acheté par le gouvernement fédéral, qui va contribuer à continuer à faire augmenter les émissions du Canada. Mm-hmm. Vous parlez du pipeline dans l'Ouest canadien, Trans Mountain. Je vais vous entendre justement sur ce qui se passe en Colombie-Britannique en ce moment. On voit ces inondations qui sèment la désolation, mais vraiment la dévastation dans la province. Et ça survient après une série de feux de forêt, de canicules intenses qu'il y a eu l'été dernier. Le commissaire à l'environnement le dit dans son rapport, les changements climatiques posent de vrais risques pour la population canadienne. Est-ce que vous avez l'impression qu'on commence finalement à se rendre compte à quel point les changements climatiques vont affecter notre quotidien au Canada dans le futur? Il y a clairement une prise de conscience de l'ensemble de la population, même des tribunaux. On se rappellera que la Cour suprême du Canada a vraiment reconnu que les changements climatiques constituaient une menace existentielle à la vie humaine au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, ça, c'est une citation carrément. Donc, je pense que cette prise de conscience-là est salutaire, mais il va falloir, là encore, que ça se traduise en actions concrètes par nos élus au fédéral, puis ensuite de ça, à tous les paliers de gouvernement, jusqu'à ce que ça percole dans notre vie quotidienne, où nous aussi, on a des gestes importants à poser pour réduire notre empreinte écologique. Mais c'est au gouvernement de mettre en place l'architecture des choix qui vont nous permettre, qui vont faciliter des décisions qui seront plus éco-responsables. Alors que ça s'ouvre justement cette 44e législature à Ottawa, on verra les gestes concrets qui vont être peut-être pris. Laure Varidel, militante en environnement, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 25 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.